Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Bénédicte Deschamps et Isabelle Richet. Aujourd'hui comme hier, l'immigration reste au centre de l'expérience états-unienne et représente sans doute le phénomène social, politique et culturel ayant eu l'influence la plus profonde sur de nombreux secteurs de la société ainsi que sur la construction même de la nation américaine. Aujourd'hui comme hier, historiens, sociologues et politologues s'interrogent sur l'importance des flux migratoires, la diversité sociale et culturelle des immigrants, les processus d'adaptation à l'environnement états-unien, les réactions des Américains dits de souche à cette immigration et les politiques auxquelles celles-ci ont mené. On ne saurait toutefois se limiter au constat de cette apparente continuité historique et se contenter du cliché des États-Unis comme éternelle nation d'immigrants. En effet, de telles généralisations ne permettent pas de saisir la complexité des processus migratoires, le paradoxe des réactions xénophobes ou les contradictions des politiques de contrôle mises en place. La recherche s'est donc récemment attachée à comparer deux grandes périodes migratoires, le tournant du XXe siècle et le début du nouveau millénaire, pour dégager les éléments de continuité mais aussi de rupture qui les ont caractérisés. Le présent ouvrage s'inscrit dans ces nouvelles approches qui s'efforcent de mettre en miroir l'expérience passée et contemporaine de l'immigration. L'analyse des flux antérieurs offrant de précieuses clés de lecture des phénomènes migratoires d'aujourd'hui, ce livre se propose de procéder à ce que Charles Hirschman appelle un retour vers le futur, afin de remettre en perspective une histoire souvent controversée et d'appréhender avec la distance nécessaire les débats actuels sur l'immigration. La mise en miroir exige avant tout de tenter de saisir les similitudes et les différences entre ces processus migratoires. L'indispensable regard statistique met en évidence un parallèle frappant entre les mouvements de population de la fin du XIXe siècle et ceux d'aujourd'hui. Ainsi, les immigrants représentaient-ils 14,8% de la population totale des États-Unis en 1910 et 13% en 2010, soit, pour la période récente, près de 39 millions de résidents nés à l'étranger. À l'aube du siècle dernier comme au début du nouveau millénaire, les immigrants contribuent fortement à la croissance de la population des États-Unis. 43% en 1910 et 42% en 2010. Enfin, au cours de ces deux périodes, les flux ont été déterminés par la situation économique tant des pays d'origine que des États-Unis et ont tendu à suivre les cycles de la conjoncture. Outre la dimension statistique, on peut observer une grande similarité dans la façon dont ces vagues migratoires de masse ont été perçues, générant systématiquement des débats marqués par une tension fondamentale entre les besoins économiques du pays et les inquiétudes culturelles des Américains de souche. Si la tendance à racialiser les immigrants était sans doute plus évidente au tournant du XXe siècle que dans les États-Unis post-droit civique, les discours xénophobes visant à exclure les immigrants récents à partir de caractéristiques culturelles censées les avoir rendus inaptes à s'intégrer dans une société fondée sur des valeurs anglo-protestantes, font appel à des ressorts identiques. De même, les processus d'intégration des immigrants d'hier et d'aujourd'hui restent au cœur des questionnements des acteurs politiques, qui se trouvent confrontés à des dilemmes persistants. Déracinés ou transplantés ? Assimilation ou pluralisme ? Aucune de ces catégories ne semble pouvoir rendre compte des processus réels d'intégration des immigrants pris dans une tension dynamique entre le désir de conserver leur langue et des éléments de leur culture d'une part, et le besoin de s'adapter rapidement à l'environnement social et culturel états-unien d'autre part. Au-delà de ces parallèles, la mise en miroir de ces deux périodes historiques révèle aussi des différences significatives. La première concerne l'origine des immigrants. On le sait, au début du XXe siècle, les flux migratoires provenaient surtout, quoique non exclusivement, d'Europe. Aujourd'hui, les Européens sont devenus minoritaires. Convergeant désormais vers les États-Unis des immigrants de tous les continents, en particulier d'Asie et d'Amérique du Sud, mais aussi d'Afrique. C'est là une des conséquences inattendues de la loi Hart-Celler de 1965, qui avait aboli les quotas fondés sur l'origine nationale des immigrés, quotas adoptés en 1921 et 1924 par un congrès alors fortement influencé par les théories eugénistes. En plein cœur de la lutte pour les droits civiques, les législateurs américains entendaient surtout mettre un terme à une politique d'immigration ouvertement discriminatoire, voire raciste.
Il n'avait pas prévu qu'en privilégiant le regroupement familial et l'immigration très qualifiée, il transformerait en profondeur la nature des flux migratoires. Ainsi avait-il sous-estimé, en premier lieu, les phénomènes économiques et démographiques à l'œuvre depuis la Seconde Guerre mondiale et qui affectaient les pays en voie de développement, notamment en Amérique centrale et latine et en Asie, pays d'où proviennent 78% des immigrants récents. Autre conséquence de la loi de 1965, le travail est de nos jours un vecteur d'immigration moins important que par le passé. Ainsi, en 1910, les travailleurs nés à l'étranger représentaient 22% de la force de travail totale, contre 16% aujourd'hui. En outre, les catégories préférentielles d'admission aux États-Unis instaurées par la loi ne reposant pas seulement sur le regroupement familial mais aussi sur les compétences des candidats à l'immigration, le niveau de qualification des immigrés a évolué. Si jadis l'écrasante majorité des immigrants était peu ou non qualifiée, la population immigrante est actuellement beaucoup plus diversifiée. En 2010, 30% des travailleurs immigrés avaient reçu une formation universitaire au niveau licence alors que 28% n'avaient pas terminé la scolarité obligatoire. Enfin, phénomène pratiquement inconnu à la fin du XIXe siècle en raison d'une politique d'immigration jusque-là très libérale, la présence de millions de clandestins nourrit aujourd'hui les débats sur l'immigration. En 2010, 11,2 millions d'immigrants sans papiers vivaient aux États-Unis. Ils représentaient 5,2% de la force de travail, un pourcentage pouvant atteindre près de 10% dans certains États comme la Californie ou le Texas. Cette situation, qui révèle à quel point les économies occidentales sont dépendantes de ce type de main-d'œuvre, soulève aussi de nouvelles questions et de nouveaux modes de mobilisation, notamment en matière de protection sociale, qui seront abordés ici. Emblématique de l'immigration européenne de masse de la fin du XIXe siècle, l'expérience des Italiens aux États-Unis sert de point de départ à cet ouvrage pour revenir sur un passé dont les relectures actuelles soulignent la richesse et permettent une fructueuse comparaison avec le cas de groupes de migration plus récentes tels que les Mexicains. En effet, les Italiens comme ces derniers sont issus d'une migration essentiellement économique et ils partagent avec eux un certain nombre de points communs. Origine paysanne, extraction sociale, religion. Au cours de la dernière décennie, les travaux sur l'émigration italienne de Stefano Lucconi ou Donna R. Gabaccia ont mis au jour la complexité des articulations entre régionalisme, nationalisme et internationalisme, soulignant aussi les tensions identitaires et de classe d'une population à forte tradition migratoire et à faible identification nationale, dont les familles étaient parfois éparpillées sur 3 continents. Or, dans la péninsule comme dans les différents pays vers lesquels ils émigrèrent, les Italiens durent prendre position dans les luttes ouvrières de l'époque, certains d'entre eux choisissant la voie de l'anarchisme. New York, Paterson, Lynn, Barr et Tampa devinrent, avec d'autres villes, le refuge et le foyer de petits groupes anarchistes dont les activités laissèrent des traces dans l'histoire américaine. On pense bien sûr à l'affaire Sacco et Vanzetti, dans les années 1920. Toutefois, bien avant cette époque, les États-Unis constituaient déjà une étape incontournable des tournées de propagande effectuées par les grandes figures de l'anarchisme. Enrico Malatesta, Pietro Gori et Carlo Tresca furent tous appelés à éveiller la conscience politique des travailleurs italo-américains, et donc à interagir avec les autres composantes du mouvement ouvrier local. Aurélie Puy-Bonnieu évoque dans le premier chapitre de cet ouvrage le cas de Luigi Galeani, dont la vie témoigne de l'impressionnante circulation des hommes et des idées révolutionnaires au tournant du XXe siècle. L'historienne montre comment ce leader charismatique mais intransigeant tint au tisserand de Paterson et de Lynn, un discours qui tranchait avec les positions de ses homologues américains. Enraciné dans une culture politique italienne anti-organisationnelle, Galeani reconnaissait le caractère vital des syndicats aux États-Unis, mais il ne pouvait accepter la tendance réformiste de ces derniers. Ainsi, malgré les aspirations internationalistes des anarchistes, Galeani et son groupe choisirent des modes d'action qui les confortèrent dans leur identité ethnique et dans leur désir de résister à toute forme d'américanisation, créant de fait des frontières explicites entre les catégories révolutionnaires italiens et réformistes américains. Or, souligne Puy-Bonnieu, cette ethnicisation des rapports de classe, déjà observée par Rudolf Giveccoli et Catherine Colomb,
s'opérait au moment même où se mettaient en place différents dispositifs d'acculturation au sein du mouvement ouvrier américain. Le paradoxe le plus étonnant est donc bien que le galéanisme ait perduré aux États-Unis jusque dans les années 1970, à travers le journal L'Adunata Dei Refratari, l'appel des réfractaires, alors qu'il ne put trouver sa place au sein de la gauche italienne après le retour de son fondateur dans la péninsule en 1919. Galeani n'était que l'un des nombreux leaders d'une gauche italo-américaine aux multiples ramifications politiques, et dont le champ d'action couvrait tout le territoire. Dans les États de l'Ouest, par exemple, les Italiens constituaient une partie non négligeable de la main-d'œuvre étrangère employée dans les mines. Comme leurs camarades américains, ils se trouvaient exposés aux difficiles conditions de travail imposées par un capitalisme industriel en plein essor. Dans le deuxième chapitre de ce livre, Ferdinando Fass et Stephen Brier reviennent ainsi sur la longue grève lancée en 1903 par les mineurs italiens du Colorado et de l'Utah, et montrent comment ces travailleurs mobilisèrent les expériences issues de luttes du vieux continent pour trouver leur place dans le mouvement ouvrier américain. Les auteurs insistent par exemple sur la création de réseaux translocaux dans les régions des Alpes italiennes et autrichiennes, où la mobilité était la règle, et analysent la façon dont ce vécu a été exploité dans les campagnes d'organisation des mineurs de l'Ouest américain. Il apparaît ainsi que la dimension nationale italienne, certes présente, n'était qu'une composante dans un arsenal identitaire pluriel, formant une étape intermédiaire entre la dimension locale, celle du village, et la dimension internationaliste des identités de classe. Ces tensions identitaires ne prirent pas fin avec la Première Guerre mondiale, bien au contraire. L'avènement du fascisme conduisit les Italiens à de nouvelles remises en question, analysées ici par Fraser Ottanelli. Ainsi, ce dernier évoque-t-il, dans la lignée des travaux qu'il a publiés avec Donna Ergabaccia, cette période trouble de l'histoire où Benito Mussolini voyait dans ses compatriotes immigrés des émissaires de l'Italie à l'étranger, et espérait pouvoir manipuler le vote des Américains d'origine italienne au profit de la politique fasciste. Il montre que, largement favorable au régime, la communauté italo-américaine n'était pas pour autant homogène et se voyait traversée par de profondes divisions. Encore plus intéressant, il rappelle la convergence répressive entre le gouvernement fasciste italien et les autorités américaines toujours prêtes à débusquer les éléments dits subversifs, et à collaborer à la déportation des antifascistes italiens jugés gênants par le Duce. De telles collusions ne sont cependant guère surprenantes, si l'on songe que les polices nationales ont depuis toujours surveillé les leaders politiques et ou religieux immigrés, et partagé le fruit de leurs observations respectives pour faciliter les expulsions en période de répression. Là encore, l'article révèle combien il est indispensable de concevoir les mouvements des migrants dans un cadre transcendant celui de la frontière des États. Il est donc naturel que ce constat ait stimulé les recherches sur le transnationalisme, concept devenu depuis 2 décennies incontournable dans le champ des études migratoires. L'historien Dirk Order présente dans ce volume une réflexion méthodologique critique sur cette notion aux contours ambigus dont il pense qu'elle est intrinsèquement liée au concept d'État-nation, lui-même fruit d'une construction culturelle et idéologique. Or, explique Order, prendre l'État-nation et son dépassement par le transnationalisme comme cadre d'analyse des phénomènes migratoires, dans une optique similaire à celle de Fass et Brier, il propose donc une approche transrégionale particulièrement pertinente pour l'Amérique du Nord, incluant des micro- et des macro-régions, qui permet de mieux rendre compte de l'expérience vécue des populations migrantes. Alors que Puy-Bourgneux, Fass et Brier mettent en exergue la contribution des immigrés à la construction du mouvement syndical à l'aube du XXe siècle, le 4e chapitre de cet ouvrage dépasse l'exemple italien pour s'intéresser à l'évolution du discours syndical sur l'immigration des années 1920 jusqu'au début du XXIe siècle. Mathieu Bonzon y rappelle que le mouvement ouvrier américain s'est construit sur la base de distinctions ethniques inégalitaires, et il analyse les raisons ayant poussé les responsables de la plus grande confédération syndicale américaine, l'AFL-CIO, à soutenir avec véhémence les lois des quotas de 1921 et 1924. Le choix d'embrasser une période plus large,
permet à l'auteur de faire ressortir les continuités et les fractures qui caractérisent les positions des organisations syndicales en la matière. Bonzon observe notamment qu'au cours des dernières décennies, la crise économique et le déclin des syndicats ont dans un premier temps ravivé les revendications restrictionnistes. À l'inverse, certaines campagnes réussies de syndicalisation des immigrés, en premier lieu hispaniques, Justice for Janitors par exemple, ont fini par convaincre l'AFL-CIO de la force que cette nouvelle main-d'œuvre représentait pour leur mouvement. Les syndicats ont su tirer les leçons d'une mobilisation si importante, en retirant leur soutien aux diverses mesures restrictionnistes adoptées par le président George Bush. De façon intéressante, ce dernier point corrobore donc l'hypothèse présentée dans les articles sur les Italiens, à savoir que, contrairement à certaines idées reçues, les travailleurs immigrés constituent aussi un élément moteur du mouvement syndical. Le rôle des Latinos, et surtout des Mexicains, s'est d'ailleurs révélé déterminant dans les luttes ouvrières des années 2000. En effet, les grandes marches de protestation du printemps 2006 contre la loi HR 4437 relative à la protection des frontières, l'antiterrorisme et l'immigration clandestine ont constitué un tournant en la matière. Jim Cohen rappelle dans ce volume que cette mobilisation massive a été rendue possible non seulement par une dynamique de raz-de-marée, mais aussi grâce à un travail de fond. À Los Angeles, épicentre du mouvement, ainsi qu'à Chicago, New York et Denver, les immigrés hispaniques ont su inventer de nouveaux modes d'organisation et multiplier les alliances avec des partenaires extérieurs au monde syndical. Les événements de 2006 et les actions collectives qui leur firent suite sont donc le fruit d'un militantisme aux multiples facettes qui voit se conjuguer les efforts de partisans de la cause des droits civiques, de syndicalistes et de religieux. Le poids de la communauté latina, 16% de la population nationale, n'est pas étranger au succès de ce mouvement. Incités à demander la naturalisation afin de jouir du droit de vote, les immigrés ont les moyens d'exercer des pressions politiques et de faire entendre leur voix par les urnes, comme en témoigne leur impact sur les 2 dernières élections présidentielles. Depuis son introduction au Congrès en 2001, le DREAM Act, projet de loi visant à permettre l'accès de certains enfants de clandestins à la citoyenneté au terme d'un parcours probatoire de 6 ans, reste au cœur des préoccupations des activistes latinos. Au moment où les néo-nativistes américains durcissent leur position, cette législation cristallise les espoirs des sans-papiers et les peurs des disciples d'une politique de restriction radicale. Or, souligne Cohen, au-delà du bien-être matériel qu'ils pourraient retirer d'une régularisation de leur situation, les travailleurs clandestins hispaniques mènent surtout un combat pour la reconnaissance de leur appartenance à l'espace national. À un autre niveau, c'est également une quête d'appropriation du territoire, à la fois symbolique et concrète, qui a poussé certains groupes portoricains à bâtir leur propre jardin collectif au sein de la ville de New York. Dans le 7e chapitre de cet ouvrage, Sandrine Baudry évoque ainsi le cas des casitas, petite hutte rurale très présente à Porto Rico et issue d'une tradition culturelle mixte, indien taïnos, espagnol et africain, qui fut réinventée à New York dès les années 1970. Déracinement ou transplantation, c'est souvent à partir de ces 2 catégories déjà mentionnées plus haut que les processus d'adaptation des migrants à leur nouvelle société ont été analysés depuis les travaux d'Oscar Handlin et John Bodnar. Mais à l'instar des analyses plus récentes, Sandrine Baudry met en lumière des processus plus complexes entre la fidélité à des pratiques culturelles de la terre d'origine et la nécessité de s'intégrer dans un nouvel environnement. La transplantation à New York des casitas révèle une volonté à la fois de créer à Manhattan un lieu de sociabilité communautaire et de transférer un riche patrimoine horticole et paysager dans le contexte urbain de New York. La forte portée identitaire de cette initiative apparaît dans le refus du mouvement des Casita Gardens de s'insérer dans le programme Green Thumb des jardins collectifs développés par les populations blanches et afro-américaines new-yorkaises. Cependant, il est intéressant de remarquer que, face à la politique de nettoyage de l'espace urbain mise en place par l'ancien maire Rudolph W.L. Giuliani à la fin des années 1990, les casitas ont réussi à maintenir leur existence précisément en faisant front commun avec le réseau plus institutionnalisé de Green Thumb. Une telle expérience met au jour la porosité culturelle des différents groupes ethniques états-uniens, qui même lorsqu'ils s'emploient à défendre leur diversité,
ne peuvent se soustraire à l'échange et à la coopération. Les frontières culturelles censées les séparer sont tantôt étanches et tantôt perméables, en fonction des stratégies des uns et des besoins autres. Le phénomène est en outre renforcé par la mobilité accrue des immigrants qui, plus encore aujourd'hui que par le passé, vont et viennent entre leur terre natale et leur pays d'accueil. Si les Mexicains illustrent à la perfection cette fluidité de circulation, notamment en raison de leur évidente proximité géographique, d'autres groupes se montrent aussi particulièrement mobiles. Parmi eux, les Indiens, dont le schéma migratoire contraste avec celui des Hispaniques, et dont l'implantation sur la côte ouest des États-Unis a été favorisée par une profonde mutation de la production industrielle dans les pays dits développés. Communauté encore peu étudiée, ils représentent pourtant le quatrième groupe de l'immigration post-1965 après les Mexicains, les Philippins et les Chinois. Le chapitre qu'Hélène Cristol consacre aux Indiens employés par Microsoft à Seattle permet donc de mieux comprendre les interactions existant entre immigration et globalisation. En effet, l'historienne offre le portrait d'une nouvelle catégorie d'immigrés, très qualifiés et maîtrisant parfaitement l'anglais, qui participent activement à la mondialisation du travail, des connaissances et des capitaux. Elle rappelle que dans l'optique des dirigeants indiens, le départ d'une partie de la population la plus diplômée n'est pas conçu comme une fuite des cerveaux, brindrin, mais plutôt comme une insertion positive dans le processus de globalisation dont bénéficie le pays d'origine tout autant que celui d'accueil, bringuin. Toutefois, le recours à cette main-d'œuvre étrangère spécialisée dans le secteur très prisé des technologies de l'information et de la communication pose un certain nombre de problèmes, en particulier celui du recrutement à long terme d'employés illégalement qualifiés de temporaires. Si les temporaires permanents de Microsoft ont fini par saisir la justice et obtenir gain de cause en 2000, la crise a compliqué la situation de ce personnel étranger qui se retrouve en première ligne en cas de licenciement, certains réflexes nativistes ayant la vie dure. On perçoit alors les aléas de ce mouvement permanent de savoir et de population qui évolue en fonction des opportunités économiques, et que les néolibéraux présentent comme l'un des attraits de la mondialisation. À l'heure de la globalisation, justement, il est indispensable de prendre en considération les migrations aux Amériques dans leur ensemble. Pilar González et Fanny Jedlicki ouvrent ainsi une fenêtre sur l'expérience de l'Argentine, historiquement la seconde destination des immigrants européens après les États-Unis. Fruit d'un travail de terrain à Buenos Aires, Malaga et Toulouse, leur enquête illustre la complexification des processus migratoires dans le contexte de la mondialisation de l'économie et de ses crises et analyse la tendance des seconde et troisième générations d'immigrés à réclamer la nationalité de leurs ancêtres dans le but de profiter d'opportunités offertes par l'Union européenne. En effet, la législation de certains pays comme l'Italie, qui réaffirme le jus sanguinis en accordant la nationalité sur la base de l'ascendance, permet aux enfants d'immigrés d'accéder à ce que certains voient comme un rêve européen. Au moment où les contrôles et les restrictions à la circulation des personnes se renforcent, posséder un tel sésame constitue en effet un atout considérable. Alors qu'il s'agit d'une démarche avant tout pragmatique, González et Jedlicki montrent combien elle est porteuse d'un double processus d'identification. En effet, d'un côté elle pousse les descendants des immigrants à se réinscrire dans la généalogie familiale, de l'autre, elle consolide un imaginaire national qui souligne son héritage européen. Le chapitre d'Isabelle Vagnoux nous renvoie à la circulation migratoire transaméricaine et déplace l'observation de l'expérience des groupes migrants à celle de l'impact du contexte politique et économique sur les flux entre l'Amérique latine et les États-Unis. Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 ont entraîné, on le sait, une fermeture des frontières et dès 2002, le transfert des services de l'immigration vers le nouveau Department of Homeland Security. Elles ont, par la même occasion, laminé les efforts engagés par le président mexicain Vicente Fox et le président américain George W. Bush pour arriver à un accord facilitant une régularisation encadrée des clandestins. Dans ce nouveau contexte sécuritaire, la lutte contre l'immigration illégale s'est intensifiée au fil du temps. Malgré de nombreuses tentatives,
le Congrès s'est montré jusqu'à aujourd'hui incapable de trouver un accord sur une réforme globale de la politique d'immigration permettant notamment de résoudre de façon satisfaisante pour les employeurs comme pour les migrants le problème lié à la présence de plus de 11 millions de sans-papiers. En conséquence, seul le volet répressif a été voté au niveau fédéral, alors que certains États tels l'Arizona tentent de mettre en place des politiques plus agressives et que s'accélère la chasse aux clandestins. La multiplication des contrôles entre le Mexique et les États-Unis, et la peur de ne pouvoir rentrer aux États-Unis ont réduit les retours temporaires au pays, entraînant de façon paradoxale un ancrage accru des immigrants dans la société états-unienne. En outre, l'impact de la crise économique se fait également sentir, baisse de 40% du taux d'immigration en provenance du Mexique entre 2004 et 2008, mais Vagnoux rappelle que, malgré tout, les États-Unis restent pour les Mexicains synonymes d'opportunités économiques et de sécurité. Tant les positions plutôt favorables à l'immigration de George W. Bush que l'amitié du président américain avec Vicente Fox pourraient surprendre, si elles ne participaient pas, comme nous l'explique Aurélie Godet, d'une vision néoconservatrice typique. En effet, au sein du Parti républicain, la question de l'immigration divise. D'un côté, l'aile droite, incarnée par les paléoconservateurs, prône une politique restrictive et répressive, de l'autre les néoconservateurs affichent un discours relativement libéral. Pour les premiers, l'immigration constitue un frein à la compétitivité économique du pays, alors que les seconds y voient la source d'une main-d'œuvre bon marché, essentielle à la baisse des coûts de production et au financement des pensions de retraite d'une population américaine vieillissante. Quand les premiers craignent la perte d'une identité américaine fondée sur un héritage eurocentré et redoutent, tel Samuel Francis, une hégémonie culturelle du cosmopolitisme, les seconds réaffirment leur foi dans le potentiel assimilateur des États-Unis et comptent sur le pouvoir de séduction qu'exerce leur parti sur l'électorat hispanique. Cependant, on ne saurait s'en tenir à ces simples observations. À travers l'étude des écrits d'Irving Kristol, souvent présenté comme parrain du néoconservatisme, Godet va plus loin et dévoile les contradictions d'un discours défendant le principe d'une frontière ouverte, mais opposé au multiculturalisme, à la discrimination positive et aux revendications communautaires des groupes ethniques. Si la question de l'immigration reste encore aujourd'hui une pomme de discorde pour les républicains, très récemment, l'ex-candidat à la présidentielle de 2012, Mitt Romney, a réaffirmé son opposition au Dream Act. Il est évident que la crise ne facilite pas la tâche des réformateurs. Depuis toujours, les périodes de récession favorisent l'exclusion et le rejet des immigrés qui servent alors de bouc émissaire. Elles sont aussi, précise Nick Salvatore, des moments où sont remises en cause les règles de fonctionnement entre employeurs et syndicats, services publics et entreprises, Américains blancs et minorités raciales et ou ethniques. À ceux qui voient aujourd'hui dans le New Deal instauré par le président Franklin Delano Roosevelt une panacée, l'historien rappelle que ce tournant de l'histoire syndicale souvent décrit comme héroïque, mérite d'être analysé avec le recul nécessaire. Dressant un portrait sans concession des rapports entre capital et travail depuis les années 1930, Salvatore démontre que le syndicalisme américain, dépeint à tort comme un mastodonte, a toujours été fragile et que la crise de ces dernières années n'a fait qu'accentuer un mouvement de déclin dont les mesures inachevées du New Deal portaient déjà les germes. Crise et mondialisation ont donc profondément transformé le rapport entre les organisations syndicales et le patronat, mais elles ont aussi modifié la relation des individus à l'emploi. Dans ce domaine, il convient d'analyser les processus internationaux ayant conduit à ces mutations et de réfléchir, dans une perspective comparative, à la façon dont les frontières nationales ont été bousculées. Ainsi, le dernier chapitre de ce livre s'intéresse-t-il à l'évolution en France et aux États-Unis de la relation à l'emploi, c'est-à-dire des règles déterminant à la fois le rapport entre employeurs et salariés, les termes de l'échange économique entre ces derniers, et les droits dérivant du statut du salarié. L'étude de Donna Kesselman met en avant la remise en question de chacune des normes qui codifiaient autrefois cette relation. En effet, la restructuration de l'appareil productif résultant de la mondialisation a mené à une redéfinition du statut salarial et à la création de zones dites grises entre travail dépendant et indépendant. La porosité des frontières entre ces catégories permet de répondre à la crise de l'emploi en faisant émerger de nouvelles formes de travail,
souvent précaires, mais aussi de cultiver une ambiguïté propice au contournement des contraintes de la relation salariale. Une fois encore, les incidences de ces transformations sur la main-d'œuvre étrangère sont évidentes. En atteste le cas emblématique des employés temporaires permanents de Microsoft, déjà évoqué par Hélène Cristol à propos des Indiens de Seattle. Si, dans ce cas, l'employeur a été forcé de lever l'ambiguïté des statuts, de telles victoires ne doivent pas occulter les progrès de la déconstruction du statut de salarié, objet d'attaques de plus en plus fréquentes. Les conséquences de cette fragilisation sont déjà perceptibles et elles toucheront toujours plus de travailleurs, qu'ils soient immigrés ou non, dans les années à venir. D'où la nécessité pour ces derniers de s'allier au sein d'organisations capables de défendre leurs intérêts communs, au-delà des clivages ethniques, et de s'appuyer sur des mobilisations telles que celle de Los Angeles pour faire valoir leurs droits. Bien que les changements engendrés par la globalisation dans le monde du travail ne soient pas de même nature que ceux qui étaient à l'œuvre au tournant du XXe siècle, les chapitres de ce livre montrent que certains phénomènes perdurent à travers le temps. La racialisation des immigrés, l'ostracisation de certaines catégories de travailleurs, le recours à l'appareil législatif et judiciaire pour exclure ceux que l'on qualifiait jadis d'indésirables. On peut aussi inclure dans les phénomènes persistants, la recherche de tactiques alternatives de la part des immigrés pour s'insérer dans le mouvement ouvrier états-unien, et la création de réseaux de solidarité interethnique. Ce qui semble spécifique à ces dernières décennies est un renforcement de la fluidité des flux, paradoxalement à un moment où le contrôle des frontières est devenu l'obsession des États-nations, une accentuation de la porosité des cloisons culturelles, et la dégradation du statut des travailleurs. Ces observations plaident en faveur d'une analyse plus fine de l'immigration, qui permettent de prendre la mesure de ces mutations et que l'on voit se dessiner dans les travaux de chercheurs s'appuyant sur l'étude non plus des migrations, mais des mobilités. Immigration, travail et syndicalisme au début du XXe siècle. Nous sommes les Dagoès, Rayet et Haï, le poids de l'expérience américaine dans la construction de la pensée galéaniste. Aurélie Puy-Bonnieu. Qualifié par le romancier américain Denis Lehan de Ben Laden de son temps, à l'occasion de la parution du roman noir The Given Day, l'anarchiste piémontais Luigi Galeani, 1862 à 1931, fait aujourd'hui figure de personnage récurrent dans les études consacrées à l'invention du terrorisme moderne, parmi lesquelles Petite histoire de la voiture piégée de Mike Davis et The Day Wall Street Exploded de Beverly Gage. Décrit par ces derniers comme l'une des personnalités politiques les plus violentes que les États-Unis aient jamais accueillies sur leur sol, à la tête d'un groupe impuissant à nouer un quelconque lien avec le mouvement ouvrier en raison de son intransigeance doctrinaire, Galeani est ainsi passé du champ de l'histoire sociale et de la labor history à celui plus restreint, de l'histoire de la violence politique. Aux hagiographies produites au sein du mouvement anarchiste et aux ethnic studies consacrées à la place des anarchistes au sein du mouvement ouvrier italo-américain, ont ainsi succédé des ouvrages donnant la part belle aux polémiques des galéanistes avec les autres composantes radicales italiennes, et aux actes de violence et de terrorisme perpétrés pendant la période de la Red Scare. Les galéanistes apparaissent comme les mauvais élèves de la gauche italo-américaine. Brandis comme des contre-exemples pour illustrer le rôle des migrants italiens dans l'Industrial Workers of the World, IWW, l'International Ladies Garment Workers Union, ILGWU, et l'Amalgamated Clothing Workers of America, ACWA, ils apparaissent comme de purs idéologues déconnectés de tout combat social et de tout contexte socio-économique. S'il est vrai que Galeani et ses disciples se montrèrent souvent virulents à l'égard des principales organisations syndicales et s'inscrivirent un temps dans la tradition de la propagande par le fait, il n'en reste pas moins essentiel de ne pas réduire ce courant anarchiste à une doctrine figée, imperméable à tout contexte migratoire, c'est-à-dire à un objet d'étude obsolète n'ayant joué qu'un rôle très mineur dans l'histoire des mouvements révolutionnaires, mais bien de le considérer comme un courant façonné par l'immigration et la société américaine, fruit de la condition ouvrière et incarnation parmi d'autres d'une identité politique se réclamant de l'internationalisme sans se défaire pour autant de son caractère ethnique. Les principales études consacrées au mouvement s'appuient sur les écrits et les actions menées par les galéanistes entre 1912 et 1927,
à l'exception notable de la grève de Paterson en 1902, c'est-à-dire entre l'installation du périodique anarchiste Cronaca Sovversiva à Lynn et l'exécution de Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, considéré par beaucoup comme le chant du cygne du mouvement anarchiste italo-américain. Cette courte période est riche en événements, depuis l'exil provisoire des galéanistes au Mexique pour échapper à la conscription jusqu'aux campagnes pro-Sacco et Vanzetti. Mais elle ne représente qu'une petite partie de l'expérience américaine de Galeani, l'aboutissement d'une décennie d'exil et de lutte sociale. Le militant arrive aux États-Unis en 1901 et il n'en sera extradé qu'en 1919. Les 18 années qu'il passe sur le sol américain sont traversées par de fortes tensions croisant les problématiques de l'immigration de masse, de la recomposition des mouvements révolutionnaires et de l'intégration sociale, économique et culturelle des migrants. Mesurée à la seule aune de l'histoire des idées, l'expérience galéaniste apparaît bien fade, mais ne passa pourtant pas à côté de ses recompositions. Le mouvement galéaniste les subit de plein fouet, et ce sont elles qui lui donnèrent corps. Certains historiens ont avancé l'hypothèse que la doctrine rigide des anarchistes anti-organisationnels les avait empêchés de jouer un rôle dans la montée d'un syndicalisme révolutionnaire. L'étude de la question sociale et de la Cronaca Sovversiva laisse pourtant entrevoir des liens plus complexes entre anarchisme et syndicalisme, à une époque où ces deux courants de pensée étaient encore en formation. Les idéaux anarchistes portés par Galeani en Amérique n'avaient rien de figé. Façonnés au contact des immigrants italiens et de leurs homologues russes, juifs ou encore espagnols, ils s'affinèrent au fil des expériences sociales des militants galéanistes. Galeani, ancien républicain, était anarcho-communiste quand il posa pour la première fois le pied sur le sol américain, mais se définissait comme anti-organisationnel au moment de son extradition. L'expérience américaine du dirigeant peut être découpée en 3 grandes phases. La prise en main de la question sociale, la création de la Cronaca Sovversiva à Barre dans le Vermont et son transfert à Lynn dans le Massachusetts. Chacune de ces périodes marque également une étape dans la formation de la pensée du dirigeant et permet de mieux comprendre quand et comment se constitua le mouvement galéaniste. C'est donc à partir de ce découpage chronologique et de l'étude de plusieurs grèves auxquelles participèrent les galéanistes que sera abordé ici ce mouvement dans son rapport aux questions d'identité ethnique et culturelle et aux notions d'intégration et d'américanisation. Galeani possède déjà une expérience politique assez conséquente lorsqu'il arrive en Amérique. Âgé de 41 ans, il vient de passer plusieurs années sur l'île de Pantelleria où le pouvoir le retenait confiné en raison de ses activités subversives. Figure reconnue de l'anarchisme en Italie, il se voit proposer par les membres du groupe Diritto all'Esistenza de reprendre en 1901 les rênes de la question sociale sur les conseils d'Enrico Malatesta, qui espère ainsi relancer la propagande sur le sol américain. Le militant, recherché par les autorités italiennes et exilé au Caire, considère les États-Unis comme le pays le plus à même de l'accueillir. Son arrivée s'inscrit dans la lignée de celle de nombreux dirigeants révolutionnaires exilés en Amérique et absorbés par les petites Italies. Mais elle n'a rien d'évident au regard des luttes idéologiques exacerbées qui déchirent alors la gauche italo-américaine. Aux affrontements entre socialistes et anarchistes s'ajoutent les luttes de pouvoir entre malatestiens et anti-organisationnels. Et c'est précisément parce que Galeani se définit alors comme un anarchiste communiste, favorable à la structuration du mouvement révolutionnaire, que Malatesta soutient son arrivée. Le dirigeant en fuite arrive à l'automne à Paterson, où il s'installe avec sa femme Maria et ses enfants au 29 Essex Street. La Silk City, capitale de l'anarchisme depuis que Pietro Gori, Gaetano Bresci et d'autres y ont séjourné, est surtout la capitale des teinturiers et des tisseurs de soie. La ville rassemble alors près de 2 milliers d'immigrés italiens, venus des filatures du Piémont et de la Toscane. L'arrivée de Galeani, annoncée alors que les cercles anarchistes italiens, moribonds, peinent à se remettre de l'attentat perpétré par Gaetano Bresci contre le roi Humbert Ier, est particulièrement attendue, à tel point que les demandes de conférences envoyées au journal sont nombreuses avant même l'arrivée du militant. Galeani s'intègre immédiatement à la communauté anarchiste. Accueilli par les membres du groupe Diritto, il mène ses premières discussions aux côtés de Pedro Esteve,
figure de l'anarchisme espagnol et ami de Malatesta, éditeur d'El Despertar et futur militant des IWW, côtoyant au plus près les tisserands et teinturiers, décrivant leur travail harassant effectué pour un salaire de misère. Le désormais rédacteur en chef de la Question sociale découvre également avec surprise à quel point le journal, miné par ses finances et par le manque de soutien au sein de la communauté italienne, peine à paraître, et il reste insatisfait de l'écart qui sépare selon lui les anarchistes italiens de leurs camarades juifs et espagnols, bien plus dynamiques à ses yeux. La grande grève des tisserands déclenchée en mai 1902 vient à la fois infirmer et confirmer ces perceptions. Galeani participe activement à ce mouvement spontané mais éphémère, et se heurte pour la première fois à la difficile tâche d'organiser et de mobiliser au quotidien des ouvriers versatiles, marqués par les révoltes paysannes de l'Italie pré-industrielle. Invité à une réunion par des teinturiers italiens qui viennent spontanément de cesser le travail, Galeani joue son rôle d'agitateur, harangue la foule des tisserands, appelle à la grève générale et visite les ateliers aux côtés du journaliste anglais William McQueen et de l'anarchiste autrichien Rudolf Grossmann, tant et si bien que la protestation s'étend rapidement dans la ville et dure 3 mois. Et c'est avec une délectation non feinte qu'il relate la suite des événements à son ami Jacques Gross. Les 2 mots que je t'envoie, Sic, veulent donc dire avant tout qu'il y a tempête et de la plus belle. Le timbre postal canadien te dira qu'encore une fois je suis proscrit. La grève générale des teinturiers et des tisseurs préparée par une longue période de malaise et une active propagande révolutionnaire, a éclaté vigoureuse le 18 juin dernier, malgré les prêcheurs de cohue socialistes italiens et unionistes du socialiste Labour Party. La grève générale déclarée à l'unanimité en 2 meetings généraux au Turnhall et Aldon Park. Moi et le camarade McQueen, nous avons pris la tête de la manifestation qui devait faire cesser le travail dans les fabriques réfractaires, expulser les scabs qui depuis 1 mois enfermés dans les teintureries y sont logés et nourris sans sortir jamais ni de jour ni de nuit. Nous avons forcé toutes les fabriques à fermer, et depuis 8 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir nous avons fait le tour de toutes les usines, en délogeant partout les scabs et en démolissant presque les teintureries de Gaède et de Banfort où la police nous a attaqués. La police a été délogée partout à coups de revolver par nos petits, sic napolitaines en rage. Comme il le reconnaît lui-même, les Italiens à l'origine du mouvement se distinguent par leur virulence, faisant apparaître des clivages ethniques renforcés par la position de la section locale, affiliée à l'AFL. Galeani, conscient que ces frontières sont un obstacle à la bonne conduite du mouvement, impulse en août 1902 la création du Paterson International Propaganda Group, groupe de propagande internationale de Paterson, un collectif chargé de publier un journal de langue anglaise et regroupant des militants anglais, espagnols et italiens de Paterson et New York. Nombreux sont les camarades à avoir exprimé le désir de voir se créer un journal anglais en Amérique afin de défendre nos idées dans une langue que le travailleur serait à même de comprendre, et qui affirmerait la place de l'anarchisme dans le mouvement ouvrier. Un tel journal est désormais envisageable grâce à l'agitation qui s'est répandue à Paterson. Les tactiques militantes mises en place au cours de la grève, défilés et manifestations en ville, piquets massifs, assemblées générales et menaces contre les non-grévistes, préfigurent les méthodes développées par l'IWW à partir de 1905. Elles s'inscrivent dans la lignée des précédentes grèves, organisées en 1884 et 1886 et elles aussi largement animées par les Italiens. Pourtant, ces mouvements de protestation peuvent être considérés comme des échecs sur le long terme. Comme le fait remarquer Edwin Fenton, ils n'apportent aux grévistes que des avancées salariales mineures et ne permettent pas de structurer ni de canaliser la contestation. Plusieurs éléments peuvent expliquer une telle fragilité. Les rapports entretenus entre la section locale de l'International Union of Textile Workers, IUTW, et les ouvriers syndiqués à la base mais aussi le comportement même des grévistes italiens qui retournent travailler dès la fin du conflit. L'un comme l'autre sont déplorés par Galeani et le Gruppo di Rito all'Esistenza. Le caractère éphémère des révoltes, mis en lumière par Rudolf Veccoli, est régulièrement critiqué dans les pages de la Cronaca Sovversiva. Dans un article intitulé « Grève et syndicats de métier », le dirigeant analyse le rôle de ces derniers dans le mouvement. Les dernières agitations ouvrières ont encore une fois mis en lumière le véritable caractère des syndicats de métiers locaux,
Et nous pouvons constater jour après jour combien le poids des traditions et des instincts conservateurs empêche l'action rapide, continue et consciente du prolétariat contre la violence et les abus du régime capitaliste. Galeani y critique la vieille tradition corporatiste sur laquelle reposent les syndicats de métier, imprégnée à ses yeux d'un respect de l'État et de l'industrie incompatible avec la lutte des classes. Sa critique reste pourtant tempérée. S'il se prononce contre la création de syndicats libertaires, thèse alors défendue par les anarcho-syndicalistes, il ajoute néanmoins que les syndicats existent, qu'ils sont vitaux pour le mouvement ouvrier et que les anarchistes doivent y prendre part sans toutefois en prendre la tête. Sa position à l'égard du syndicalisme est alors similaire à celle de nombreux révolutionnaires européens, à commencer par Emma Goldman et Alexander Berkman, qui dénoncent eux aussi le caractère réactionnaire de certaines directions tout en encourageant les militants juifs à tenter d'insuffler une dimension révolutionnaire aux sections locales auxquelles ils appartiennent. C'est cette stratégie qui sera portée par Galeani et Estève au cours de leur collaboration éphémère à la tête de la question sociale. Elle semble d'ailleurs fonctionner, si l'on en croit Giovanni Di Verio, président de la section italienne de l'IUTW à West Hoboken, qui affirme en 1903 que les conférences de Galeani permirent de syndiquer les Italiens en masse. La Cronaca Sovversiva, contrairement à ce que sa réputation de journal théorique et doctrinaire peut laisser à penser, accorda elle aussi tout au long de son existence une large place au mouvement ouvrier, en particulier entre 1903 et 1911, date de son transfert à l'IN. La rubrique Battaglie del Lavoro per la Vita e per l'Idea, inaugurée lors du premier numéro du journal, relayait chaque semaine les luttes locales ou régionales auxquelles participaient les anarchistes italiens. Idaho Springs, Philadelphie, Los Angeles, San Francisco, Cripple Creek, Paterson, Newark, Boston, Pittsburgh, New York, etc. La création du journal. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.